Merci beaucoup Laurence, merci pour votre accueil au Forum des Images. Je suis très heureux d'être ici pour parler de ce sujet qui me touche particulièrement. Alors vous l'aurez compris, le titre de mon intervention est un clin d'œil à l'émission de Pierre Sabag sur l'ORTF, Au théâtre ce soir. Pourtant, si nous devions à l'origine nous retrouver en soirée pour mon intervention, et si les films montrant du théâtre que je vais aborder tout à l'heure ont pu être découverts par les spectateurs japonais lors de sorties au cinéma en soirée également, les connaisseurs le savent, les spectacles de kabuki ne se déroulent pas particulièrement le soir, mais plutôt toute la journée. Il s'est longtemps agi d'une sortie populaire, on s'y rend en matinée, on y reste toute une journée, on y socialise, on y mange un bento, encore aujourd'hui dans une salle prestigieuse comme le Kabukiza à Tokyo, implanté dans le quartier de Ginza, où, à défaut de montrer tout un long programme de plusieurs heures à partir d'une seule pièce, on montre une sélection de scènes célèbres piochées dans des registres variés et donc dans différentes pièces. Alors fournissant un répertoire au début en tout cas du XXe déjà riche de 3 siècles de pratique, le kabuki occupe une place centrale dans le milieu d'émergence des productions cinématographiques japonaises. Certes, l'introduction d'appareils de prise de vue animés au Japon a, à la toute fin du XIXe siècle, pu se faire au sein d'un dense tissu intermédial où se mêlent des arts vocaux comme le naniwabushi, une forme de récit chanté, le rakugo, une forme de récit comique, ou encore le kodan, une forme de récit historique, mais aussi des arts musicaux et chantés comme le joruri, qui est une forme de récitation accompagnée au shamisen, ou encore le nagauta, une forme d'accompagnement lyrique de pièces dansées, mais aussi au sein d'autres pratiques associant déjà narration et support visuel, tels que l'etoki, qui est une forme de prédication religieuse à partir d'illustrations picturales, ou encore le gento, une sorte donc de spectacle de lanterne magique avec narration orale et musique jouée au shamisen. Mais de ce maillage local se dégage une pratique populaire comme le théâtre kabuki, donc, en raison des formes multiples d'attraction gestuelle, là je reprends une expression de Laurent Guido dans un autre contexte, des formes d'attraction gestuelle que propose cette pratique du kabuki à la captation cinématographique. Des danses, des affrontements chorégraphiés, des acrobaties, des apparitions spectaculaires. Lorsque les opérateurs français Constant Girel et Gabriel Vert viennent dans l'archipel tourner des vues cinématographiques, respectivement en 1897 et en 1898, ils se tournent ainsi vers des performances mouvementées comme les danses de geisha, souvent inspirées de performances d'onagata, les artistes travestis du kabuki dont je reparlerai, ou alors des combats de kendo qui ne sont pas sans évoquer aussi les chorégraphies stylisées d'affrontements sur le plateau du kabuki, ou bien ils s'intéressent directement justement à des performances d'acteurs de théâtre, quitte d'ailleurs à les déplacer en extérieur pour des questions d'éclairage pour ces vues cinématographiques, alors que bien sûr le théâtre kabuki a lieu dans une salle close, tandis qu'on peut également évoquer du côté du kinétographe d'Edison cette fois, une danse japonaise supposément impériale d'après son titre, qui a pu être enregistrée dès 1894 dans le Black Maria d'Edison qu'il a fait construire au New Jersey. De même, les premiers opérateurs japonais employant le cinématographe lumière choisissent des sujets dignes d'intérêt pour cette machine reproduisant le mouvement, mais conservant aussi la mémoire des événements ou des artistes. Ainsi, Tsunekichi Shibata assure en 1899 la captation de 2 passages de la pièce Momijigari, ou Promenade sous les feuillages d'érable, donnés par les célèbres comédiens Kikuguro Onoe, 5e du nom, et Danjuro Ichikawa, 9e du nom, potentiellement filmés à des fins d'exportation pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, selon le chercheur Daisuke Miyayo, même si finalement ça n'aboutira pas, et que cette vue ne sera montrée au Japon qu'en 1904, après le décès des 2 comédiens. Alors avant que le film historique, le jidaigeki, le drame historique, ne s'institutionnalise au cours des années 1920,
Les bandes dites Kyugeki reprennent encore assez directement durant les années 10 l'esthétique des drames historiques du théâtre kabuki. Malheureusement, la quasi-totalité de ces bandes est perdue, mais ces 2 premières décennies sont encore quand même partiellement illustrées par les traces des œuvres du prolifique réalisateur Chozo Makino, qui a justement débuté sa carrière comme producteur de kabuki et a majoritairement dirigé des films avec en vedette le comédien Matsunosuke Onoe, issu lui aussi de cette pratique théâtrale, dont, il faut le préciser, la mise en scène est au demeurant traditionnellement gérée par l'acteur principal qui est aussi chef de troupe. Alors la première adaptation par Chozo Makino de Chushingura, qu'on connaît souvent plutôt en France sous l'appellation de Légende des 47 Ronin, donc célèbre œuvre du répertoire théâtral inspirée de l'histoire de ces 47 Ronin qui ont vengé leur seigneur injustement condamné au suicide rituel par seppuku, est par exemple l'un des rares films japonais des années 10 dont une copie a été conservée. Alors, il s'agit plus précisément d'un assemblage sonorisé de versions de cette même histoire tournée entre 1910 et 1914, peut-être même 1917. En plus du répertoire classique, nombre de kyugeki s'inspirent de récits historiques populaires mêlant figures fictionnelles et parfois historiques, mais fictionnelles ici par exemple avec les ninjas, qui ne sont pas encore ces espions, ces shinobi que l'on retrouvera plus tard dans le cinéma populaire, mais qui sont encore à l'époque plutôt des sortes de super-héros, pourrait-on dire, au pouvoir extraordinaire. Et afin d'illustrer ces pouvoirs, ces adaptations filmiques déploient de nombreux trucages cinématographiques qui ne sont pas sans évoquer Méliès, dans un processus de transposition de la machinerie transformatrice du kabuki, pour reprendre les termes de Noël Birch. Alors une autre réalisation de Chozo Makino datant de 1921, intitulée Jiraiya le héros, est à nouveau l'un des rares exemples conservés. Il s'agit d'une adaptation de la pièce Les Contes de l'héroïque Jiraiya, relatant les aventures d'un ancien seigneur de clan devenu bandit, puis initié à la magie des crapauds par un sage retranché dans les montagnes. Et comme sur une scène de kabuki, on retrouve ce comédien dont je parlais tout à l'heure, Matsunosuke Onoe, qui s'y livre dans le rôle titre donc à des chorégraphies très stylisées, prenant la pose miée typique du kabuki, en attente probablement des applaudissements de l'audience, encouragés par les commentaires d'un bonimenteur, d'un benshi qui accompagne la projection de cette bande de 1921, avant que, comme vous le devinez ici sur le diaporama, des trucages par arrêt de caméra, évoquant donc des pratiques déjà mises en place depuis longtemps par Méliès par exemple, ne lui permettent de se métamorphoser. Donc vous le voyez ici en crapaud géant. Toutefois, nous sommes déjà en 1921 et sous l'influence du nouveau théâtre, le Shingeki, un théâtre qu'on pourrait qualifier à l'européenne, influencé par Tolstoï, Ibsen et d'autres, et aussi sous l'influence du mouvement du cinéma pur, porté à la toute fin des années 10 par le critique, théoricien, réalisateur Norimasa Kairiyama et l'écrivain Junichiro Tanizaki, une approche plus réaliste de la représentation cinématographique s'impose, adossée en plus à la modernisation technique, matérielle des studios, tels que ceux établis par la Shochiku en 1920, qui est d'ailleurs, il faut le dire, à l'origine une compagnie de kabuki justement. Alors c'est aussi le moment où les comédiens travestis Onagata, comme par exemple Teinosuke Kinukasa, futur réalisateur par ailleurs, laissent place à des actrices qui sont bien vite mises au service du vedettariat local. Pour autant, les arts du spectacle, et en particulier le kabuki, vont longtemps continuer d'innerver le cinéma local, comme je vais essayer de le montrer aujourd'hui. Alors, la façon la plus évidente de s'en rendre compte serait d'énumérer les innombrables adaptations du répertoire de théâtre, au premier rang desquels on trouve justement Chushingura, la légende des 47 Ronin, de Izumo Takeda, Shoraaki Miyoshi et Senryu Namiki, qui date du milieu du XVIIIe siècle,
Là, vous avez une liste non exhaustive de quelques adaptations qui courent tout au long des décennies. Alors je ne me suis contenté que des versions sonores, mais il y en avait déjà eu beaucoup au temps du muet, comme je l'ai déjà dit. Et donc vous voyez que chaque studio s'y frotte, notamment dans les années 50, où quasiment chaque année voit son lot d'adaptations de cette œuvre célèbre. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on croise des versions alternatives, des versions sous la forme de comédie, de films d'animation, et puis bien sûr à la télévision ensuite, et puis des histoires un peu parallèles à l'événement central de ce récit. Bref, une série presque sans fin comme cela d'adaptation de cette œuvre. C'est toute proportion gardée, un peu le cas aussi d'une autre pièce célèbre, Yotsuya Kaidan, histoire d'événements étranges à Yotsuya en français, de Tsuruya Nambuku en 1825, qui se voit là aussi adapté assez souvent, notamment durant le second âge d'or du cinéma japonais, ces années d'après-guerre et ces années 50, où chaque studio également se lance dans l'adaptation de ce récit célèbre de fantômes dont je reparlerai un peu tout à l'heure. Cette présence via l'adaptation du kabuki, on la retrouve aussi dans l'adaptation fréquente ce qu'on appelle drames bourgeois de Monzaemon Chikamatsu. C'est comme ça qu'on les qualifie souvent en français. Donc adaptés tout au long des décennies par Mizoguchi, Shinoda, Hideo Gosha, Yasuzo Masumura, Tomu Uchida et d'autres encore. Alors il m'arrivera dans l'heure qui vient d'évoquer certaines de ces adaptations, je voudrais laisser de côté la question directe de l'adaptation qui concerne avant tout, même si pas exclusivement, le scénario, pour m'intéresser à des enjeux plus visuels. Si j'avais eu le temps, il aurait fallu aussi parler de la dimension sonore et de la musique, puisque nous sommes ici au Forum des images pour parler de cinéma. Et notamment de ce cinéma du second âge d'or de la production japonaise, dont Yukio Mishima, à qui le Forum consacre un cycle, a été le contemporain. En effet, si du temps du cinématographe, la performance scénique était une forme d'attraction particulièrement sollicitée, comme j'ai essayé de le montrer rapidement tout à l'heure, numéros dansés ou représentations théâtrales ont continué de trouver leur justification au sein de films de cinéma, grâce notamment à la mise en abîme de la position même de spectateur. Car comme dans d'autres cinématographies, de l'Inde à la Chine, en passant bien sûr par nombre de productions occidentales, le cinéma japonais regorge de scènes de films, de fiction, des scènes de théâtre ou au théâtre. Mais on y croise aussi de nombreux cas de théâtralisation des éléments profilmiques, des éléments destinés à être filmés pour intégrer la fiction, comme deux cas célèbres ici, la balade de Narayama ou Double suicide à Amijima, pour citer deux exemples connus. Même si le premier est en fait une adaptation littéraire et non pas une adaptation d'une pièce, il emprunte beaucoup à l'esthétique, notamment du théâtre de marionnettes. Dès lors, le caractère présentationnel des pratiques scéniques locales, le kabuki donc, avec ses nombreux artifices de plateau, mais on pourrait aussi citer le no avec les masques, ou le bunraku, les théâtres de marionnettes, avec donc ces marionnettistes présents sur scène, visibles de tous. Ce caractère présentationnel des pratiques scéniques locales se voit au cinéma confronté à la représentation cinématographique et les frottements qui en résultent entre performance et narration m'intéressent particulièrement. Alors ce terme de présentationnel, je l'emprunte, c'est un néologisme que j'emprunte à Earl Ernst, qui insiste dans son étude sur le kabuki sur l'idée d'une présence comme cela d'un acteur qui, au kabuki, ne perd pas son identité en tant qu'acteur, le public ne le considérant pas comme une vraie personne, mais comme un acteur en train de jouer. Mais il l'emploie également au sujet du décor, un décor qui, je le cite à nouveau, n'est pas conçu comme une représentation illusionniste de la réalité, mais comme un arrière-plan pour l'acteur, décoratif et modélisé. Alors, des éléments donc présentationnels qui se présentent comme des artifices, comme des éléments en performance, ceux qui n'empêchent pas, bien entendu, le public d'être ému par le récit qui lui est ainsi proposé, comme le remarquait déjà
Jean-Louis Barrault à propos du théâtre de marionnette Bunraku lorsqu'il était amené à l'introduire en Occident. Alors, afin de cerner comment le cinéma appréhende ces caractéristiques du théâtre kabuki et de comprendre ce qu'il fait de ces performances théâtrales traditionnelles, je propose de nous intéresser à 3 modalités de présence des spectacles scéniques traditionnels que j'ai pu repérer et de dégager les 3 points de vue cinématographiques, les 3 principaux points de vue à mon avis, adoptés vis-à-vis de ces éléments théâtraux au vu de leur intégration à la fiction filmique. Alors le premier, qui relève presque d'une approche documentaire, consiste tout simplement en une captation cinématographique enregistrant une performance théâtrale dans un lieu dédié au spectacle. Donc une sorte d'héritage de ce qu'on a déjà vu au tout début de mon intervention avec les vues des premiers temps, les vues lumière notamment, mais quand même inscrites dans une fiction par ailleurs. Le deuxième point de vue propose la monstration, cette fois plus orientée, de certains éléments en particulier des situations spectaculaires à travers la mise en valeur bien souvent de jeux de regard entre des spectateurs et ce qu'ils regardent notamment, et qui participent d'une logique narrative dans la mesure où cette monstration est, je le disais, orientée pour nous faire nous concentrer, nous spectateurs de cinéma, sur un élément en particulier de la situation spectaculaire. Et puis mon troisième point portera sur un troisième point de vue qui vise à intégrer formellement cette présentationnalité des éléments théâtraux pour en tirer bien souvent une forme de stylisation au service de l'établissement d'une réalité qu'on pourrait qualifier d'hybride, qui traduit bien souvent au cinéma la subjectivité d'un personnage. Alors, je pense que les exemples que je vous proposerai tout à l'heure seront assez parlants à ce sujet. Donc, je vais commencer par mon premier point pour l'instant. Donc, sur cette idée de film de fiction qui nous montre des scènes de théâtre, avant tout pour donc en proposer une captation de cette performance théâtrale. Et considérer la performance théâtrale et la façon dont on en rend compte par la mise en scène cinématographique, c'est considérer ce qui se joue non pas seulement sur le plateau face au public, mais également dans la totalité de la salle. En effet, la salle du kabuki, qui emprunte ses éléments principaux à celle du théâtre No à partir du début du XVIIe siècle, pour atteindre son architecture définitive vers 1830, est généralement constituée d'une scène principale, comportant une trappe centrale et un plateau tournant qui occupe pas moins de 4/5 du plateau en profondeur. Des plateformes de taille variée, toujours disposées parallèlement au bord de scène et en retrait pour permettre une circulation aisée des acteurs sur le plateau, peuvent ensuite venir moduler l'espace scénique en hauteur et constituer bâtiments et lieux surélevés. Une passerelle, la célèbre Hanamichi. Alors, excusez-moi, voilà donc des effets par exemple d'élévation en hauteur. Et donc maintenant un point sur cette passerelle, l'Hanamichi, perpendiculaire au plateau, qui s'étend côté jardin jusqu'au fond de la salle et qui propose elle aussi souvent une trappe au 7/10 de son parcours en partant du fond de la salle afin de permettre l'apparition d'acteurs célèbres qui effectuent souvent leur solo spectaculaire. Il arrive qu'une seconde passerelle, plus étroite, traverse également la salle, cette fois à partir de la droite de la scène, voire qu'un passage central, parallèle à la scène, relie ces deux passerelles à travers la fosse, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'acteur de kabuki doit ainsi penser son corps et ses mouvements comme pouvant être perçus de tous côtés, tandis qu'un maquillage outrancier souligne, voire surligne ces expressions, afin qu'elles puissent être appréciées de loin, tout comme ses costumes flamboyants et ses accessoires, parfois de taille disproportionnée. D'abord naturel, grâce à des fenêtres latérales et des ouvertures mobiles dans la toiture, ou plus ponctuellement produits par des bougies ou des lanternes, comme vous le devinez sur la représentation de gauche, avant qu'on passe à un équipement électrique, l'éclairage de la salle de kabuki est généralement uniforme, à l'exception de quelques pièces d'un répertoire fantastique. Le décor peint et les pièces d'architecture offrent le plus souvent des points de fuite multiples. Face à cela, ou à côté de cela, le public de kabuki s'installe soit dans un ou deux niveaux de loges, ouvertes sur les côtés et le fond de la salle,
et que des stores peuvent masquer d'ailleurs, soit dans la fosse, séparée en plusieurs zones par le ou les passerelles Hanamichi. Cette fosse peut en plus être morcelée partiellement ou entièrement grâce à des poutres de bois en petits espaces qui peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes assises à même le sol, tandis que les salles modernes aujourd'hui présentent désormais des sièges à l'occidental. Afin d'améliorer la visibilité, les rangées situées au pied des loges sont rehaussées, formant un parterre surélevé ou une mezzanine. Des machineries, vous en apercevez vous en avez une petite idée ici sur la représentation de gauche, se déploient sous l'ensemble de la salle. La présence pendant longtemps d'un toit hérité d'une eau qui empêchait les manipulations depuis les hauteurs de la salle, donc expliquant cette configuration en sous-sol. La disparition définitive de cette toiture à la fin du XVIIIe siècle permettra ensuite le développement de systèmes de cintres, notamment utilisés pour les vols acrobatiques des personnages dans les scènes fantastiques. Alors les musiciens, eux, ils interviennent depuis une construction sur scène située côté jardin, et le chœur est lui installé dans une loge du côté opposé pour accompagner généralement les pièces à dominante narrative. Mais ils cèdent parfois leur place à l'orchestre d'Ebayashi pour le répertoire dansé, et dans ce cas, le membre de cet orchestre, à savoir une dizaine de joueurs de shamisen, une dizaine de chanteurs, 6 percussionnistes et un joueur de flûte traversière, sont présents directement sur le plateau, répartis le long d'une estrade centrale en fond de scène ou divisés en 2 groupes disposés de part et d'autre de cette scène. Alors voilà pour la présentation générale du plateau, des espaces de jeu, mais aussi de l'enceinte même de la salle de spectacle, puisque vraiment il faut penser l'espace scénique du kabuki comme quelque chose en 3 dimensions qui englobe ou qui est englobé dans l'espace aussi de présence même du public. C'est ce que je voudrais illustrer à présent avec 2 extraits tirés d'un même film de 1955 de Kozaburo Yoshimura, dont le titre français pourrait se traduire par La Belle et le Dragon, et qui est en fait une adaptation d'une pièce de kabuki, une adaptation assez traditionnelle par ailleurs, mais qui a l'intérêt de s'ouvrir et de s'achever par une scène au théâtre kabuki, qui nous montre en fait des spectateurs aller voir la pièce qui va bientôt être adaptée dans la partie centrale du film. Donc je vais montrer ces 2 extraits coup sur coup. Ils ne sont pas sous-titrés, d'une certaine façon. Ce n'est pas gênant puisque je ne voulais pas qu'on se focalise sur le contenu narratif de la pièce, mais plutôt sur les enjeux spatiaux, les rapports entre public et comédiens, et entre comédiens sur différentes zones de l'espace scénique.公に申し上げまする。例年大内にて北条への折から神殿の仮久しにおいて無学をそうせられ下下の見物をお許されます。当年はこれなる分野の豊秀。山手は私せがれ小野の春風。まっし舞を務めまするについて稽古もいたしおりまする。晴れの役目にござりますれば、ただいまこれにて手並みをご指導いたしまするようにござります。では会うてみるがよい。それ豊秀殿。心得ました。
お願いのものでござりまする。代理様にもご存知の通り、どうしたことにや久しゅう雨が降りませぬによって百姓の難儀と申しまするものは大抵や大方のことではござりませぬ。伝次もひび割れまするによって水をかけましょうと存じましても、池も干上がり川も干上がりきりまして水がござりませぬ。それゆえこのように雨たもれ龍神のと太鼓金で頼みましても一家なことに一滴も降りませぬ。百姓が泣きまする。天子様は天の御事か、雨も風も思いのままでござりましょう。皆が流す涙ほどなと雨が降りますれば助かりまするにござりまする。追って沙汰するによって休んじるがよい。今までにも何度もそのようなお言葉、もはや待てませぬ。この場にて雨を降らせてくださりませ。それはお頼み申しあげます。Le récit commence, filmique, et puis alors je vais enchaîner directement avec le deuxième extrait qui correspondra cette fois à la fin du film où on retourne sur scène, ou plutôt dans cette salle de théâtre kabuki.
Alors vous avez pu avoir un petit aperçu de plusieurs données du kabuki, ses entrées et sorties par la passerelle, ses styles de jeu, soit doux, soit durs et outranciers, avec l'usage du maquillage très marqué pour la deuxième séquence, des passages de déclamation, des passages musicaux et chantés, des passages de chorégraphie et d'affrontements relativement spectaculaires, avec l'usage d'effets spéciaux, avec un mannequin par exemple qu'on jette pour traduire la puissance du personnage. Et puis ces interventions, c'est ça aussi qui m'intéressait, du public, ces exclamations que pousse le public, ces kakegoe, qui servent à exprimer, notamment lorsqu'on présente un nouveau personnage, l'enthousiasme du public, notamment en criant son surnom, en criant son nom de scène, ou en s'exclamant Matemashita, on l'attendait, on voulait le voir, ou encore Nippon Ichi, pour traduire le fait qu'il s'agit du numéro 1 du Japon. Bref, une interaction constante entre scène et salle, notamment comme on peut le deviner dans ce plan que je trouve très intéressant. Alors peut-être qu'au premier visionnage, ça passe un peu inaperçu, mais on voit une spectatrice discuter pratiquement avec des membres des acteurs sur la passerelle, lui faire des signes, lui demander quelque chose. Donc ça permet d'apprécier comment on a ici un même espace qui est investi par les comédiens et les spectateurs. Et ici, la captation proposée par le film nous présente ce spectacle comme un fait global. Elle ne sélectionne pas un regard en particulier, elle essaye de traduire, parfois certes par le gros plan lorsqu'il s'agit de valoriser une chorégraphie, mais elle essaye de traduire globalement tous les éléments spectaculaires qui peuvent être réunis sous ce même toit. Il n'y a donc pas réellement d'inclusion d'un spectateur en particulier par la mise en scène, l'audience est saisie dans son ensemble. À noter, même si ce n'était pas le cas dans les extraits qu'on a vus, qu'en retour, il arrive que les comédiens s'adressent directement au public, par exemple pour présenter un nouveau comédien ou pour demander réclamer son indulgence s'il s'agit d'un passage difficile à jouer, ce genre de choses, ou encore commémorer un événement particulier. Alors grâce à la projection perspectiviste, le cadrage cinématographique traduit assez bien le partage de ce même espace par des acteurs et leurs spectateurs. Il est ainsi très fréquent que dans les séquences dédiées à ce type de spectacle, un angle de prise de vue oblique, pris depuis le fond à droite de la salle, vienne saisir l'angle formé par cette passerelle Hanamichi et la scène principale. Alors que si on compare ces plans que j'ai piochés dans quelques films se passant donc au théâtre avec des représentations picturales, on voit que ces dernières privilégient notamment au XVIIIe et XIXe siècle soit une perspective parallèle, soit une perspective centrale avec un seul point de fuite, le plateau principal étant vu frontalement depuis une loge à l'arrière de la salle. Dans, par ailleurs, les deux extraits que je vous ai montrés, les cadrages frontaux laissent, eux, plutôt fortement ressentir la puissance d'attraction de l'élément diégétique, à savoir le récit raconté, mais cette fois par l'acteur dans la pièce de théâtre, avec une attraction qui est notamment assurée par la performance de l'acteur qui attire à lui la caméra sur ou à la lisière du plateau pour être saisi en plan moyen ou rapproché et occuper tout le cadre. Cette frontalité souligne alors la faible profondeur du plateau principal opposée à la tridimensionnalité de la salle. Une grande partie de la scène étant occupée par le plateau tournant qu'on n'a pas vu en action ici, mais on le voit parfois permettre comme cela un changement de décor complet, l'espace de jeu se limite en effet aux deux premières planches, les mises en scène exploitant bien davantage la hauteur grâce aux plateformes que j'évoquais tout à l'heure, plutôt que la profondeur, et ce pour hiérarchiser les personnages symboliquement. Alors les toiles peintes en arrière-plan reposent quant à elles rarement sur un point de fuite unique, et quand c'est le cas, comme ici dans la pièce L'éducation des femmes de Anji Chikamatsu, où une rivière coule droit vers le spectateur au milieu du plateau qu'elle sépare symétriquement en deux, le fait que le public se trouve sur la ligne de séparation des deux zones de jeu importe davantage que l'impression de diminution par l'éloignement dans la profondeur que doit assurer la représentation perspectiviste.
Une majorité de spectateurs ne regardent en effet jamais vraiment face à lui, puisqu'aucun enjeu dramatique ne s'y déroule, mais tourne toujours la tête à gauche ou à droite selon deux axes principaux. Cet effet est d'ailleurs accentué dans cette pièce par l'utilisation qui est faite du cours d'eau en termes dramaturgiques, puisque une lettre est lancée dans l'eau depuis l'une des rives et traverse la rivière au lieu d'avancer vers le spectateur comme le voudrait le cours de l'eau normal, tandis que les comédiens, comme vous le voyez en bas, se parlent depuis les passerelles par-dessus la tête des spectateurs. La faible profondeur et la largeur importante du plateau principal du kabuki sont propices à des compositions scéniques horizontales où se répartissent des comédiens restant parfois figés pendant de longues minutes alors qu'ils échangent leurs tirades. Il est alors fréquent que face à de telles compositions, critiques et chercheurs de cinéma adoptent une posture cinémato-centrée et téléologique qui plus est, qui convoque l'imaginaire technique et esthétique du cinéma pour parler à propos de ces moments de composition au théâtre kabuki, de composition en cinémascope ou de composition scope. Alors il semble plus raisonnable d'adopter une perspective inverse en se contentant de remarquer qu'un format d'image très large est particulièrement adopté à la captation de cette horizontalité de l'espace scénique du kabuki, alors que le format académique, beaucoup plus étroit, le fameux 1,37 par 1, ne peut respecter l'unité de large composition que par une prise de distance importante vis-à-vis du plateau. C'est ce à quoi se confronte Kenji Mizoguchi, qui a souvent filmé le théâtre, mais est décédé avant le passage au format large de l'industrie japonaise, et qui doit donc opter pour des choix compositionnels singuliers, ici dans Conte des chrysanthèmes tardifs, ou alors qui doit plonger la salle dans le noir pour faire disparaître le public et embrasser du regard la totalité du plateau au format académique. Par son incidence directe sur l'inclusion d'une partie de l'audience et la proportion de l'image accordée aux éléments scéniques et aux acteurs, le choix du format semble donc devoir influer sur l'autonomie accordée à la fiction théâtrale au sein de la fiction filmique. Cependant, à y regarder de plus près, ce n'est pas nécessairement vrai, comme on le constate en se penchant sur des films de la fin des années 50, alors que se généralise le passage au format large dans l'industrie cinématographique japonaise, qui l'a adopté pour d'abord distribuer les films étrangers, comme La Tunique ici en 1953. Alors pour montrer cela, je vais prendre deux exemples qui considèrent les activités de troupes itinérantes de kabuki se produisant dans les petites salles de province, et qui inspire d'ailleurs bien souvent les amateurs à passer à la pratique eux-mêmes, et permettant d'ailleurs pour l'occasion aux enfants et aux femmes de participer, alors que les troupes professionnelles sont réservées aux hommes. Ces deux exemples, ce sont Herbe flottante de Yasujiro Ozu en 1959 et Désir volé de Shohei Imamura l'année précédente. Alors à l'époque, Ozu est le seul au sein des studios à faire de la résistance, si je puis dire, et continue de travailler au format académique plus étroit, son statut de grand maître le lui permettant sûrement. C'est ainsi qu'il tourne dans ce format étroit le remake de son propre film de 1934, Histoire d'herbe flottante. Cette fois intitulé donc Herbe flottante, le film de 1959 comporte principalement deux scènes de représentation de kabuki. La première, longue de 3 minutes et composée de seulement 5 plans, paraît davantage, vous allez le voir, dédiée à la pièce qu'à la situation de spectacle dans son ensemble, contrairement à ce que je montrais tout à l'heure. Donc je vous propose de regarder ce passage. Il s'agit d'une représentation d'une pièce où on suit le personnage de Kunisada Shuji, un yakuza au grand cœur, qui dit adieu à ses serviteurs et qui contemple la lune sur le mont Akagiwa avant d'affronter la mort.
かわいい子分のてめえたちとも別れ別れになる門出だ。そういやなんだか嫌に寂しい気がしますぜ。狩りが鳴いて南の空へ飛んでゆか。本国月も西山に傾くようだ。俺は明日からどっちへ行こう。足の向くまま心の向くまま、あても果てしもねえ旅へ立つんだ。おやうまいぞ女大統領。円蔵兄貴があいつもやっぱり故郷の空が恋しいんだろう。うるさいぞ。待ってました。この国の住人小松五郎義兼が鍛えた技物、万年ダメの雪水に清めて、俺には生涯てめえという強い味方があったのだ。うまいぞ。手切るな。ああ、狩りが行く。カラスも鳴くか。Alors vous l'avez vu, après un premier plan laissant entendre les déclamations des acteurs mais ne montrant qu'une petite partie du public installé en fond de salle, un plan de demi-ensemble fait pratiquement face à la scène et ne laisse apparaître que quelques crânes de spectateurs anonymes dans le quart inférieur du cadre. Long d'1 minute et 20 secondes, il se termine par un raccord dans le mouvement lorsque l'actrice principale, grimée en guerrier, dégaine son sabre. Un plan plus resserré sur les 3 acteurs et pris depuis le côté jardin laisse encore visible des spectateurs bord cadre, mais après 25 secondes, un raccord dans l'axe permet de se rapprocher en plan américain de l'actrice, tenant la pose puis reprenant son texte. L'étroitesse du format académique permet ainsi une grande sélectivité des éléments filmés sans nécessité de variation extrême d'échelle. La fiction théâtrale trouve alors ponctuellement à s'épanouir, le hors-champ étant sollicité par des effets musicaux auxquels réagissent les 2 personnages secondaires, évoquant notamment la nature environnante avec les chants d'oiseaux, telles que dépeintes dans l'œuvre théâtrale. Finalement, le retour du premier axe, grâce à un nouveau raccord dans le mouvement, accompagné d'une manifestation orale de spectateurs, laisse la situation spectaculaire dépeinte au sein de la fiction filmique reprendre ses droits, le rideau se refermant, tandis que des membres du public jettent des présents sur le plateau. L'approche d'Ozu peut, à ce titre, être comparée à celle de l'un de ses anciens assistants, Imamura, qui consacre lui aussi aux pérégrinations d'une troupe de théâtre itinérante son premier long métrage, intitulé Désir volé, mais cette fois, vous le devinez ici, au format scope, donc au format beaucoup plus large. Et je voudrais par comparaison voir comment cette largeur non pas permet de bien saisir la composition de base du kabuki, mais plutôt de faire tenir dans l'image des éléments parasites. Donc je vous montre un extrait situé au début de ce Désir volé de Imamura. 小川本蔵引き据えしようが不忠者のご成敗殿に代わってパッいだ
それがしが立ちかかる。安西も待て。ではござりますれど。いや待て待て。せくことはないわさ。かにしても憎き本蔵。その方がこれへもて。しずしずには降り立って覚悟の手はまだしもでかしたノーバンザエモン。いや今となっては証拠となしの覚悟だびや。患者。いや本蔵大中心のそれがしを人否人と抜かしたその天罰で今そのざまどちょろすかたらすらりと抜き払ち今こそ最後観念せよ。知らんかい。飛ばしやなもうあかんやないか。やめやもうやめてこもう。何やて。崖で寝てるわ客もいてんのに芝居ができるかい。またんかい。やめんかこら被災地の教育も横さんと芝居続けなんてお前なあなあこと言うな。おい続けにやったら休金もらえない休金を。一体な偉そうに見えきたん誰や。天皇ちゃんのおそばで立派に婚姻を打てるってなんだ誰。せやけどな暴力はあかん暴力はな。ちょっとなんだAlors certes, chez Imamura, le format large permet tout d'abord d'apprécier la totalité de la composition sans pour autant que le public n'apparaisse dans le champ. Mais, paradoxalement, cette absence de sélection a pour effet d'empêcher la fiction théâtrale de transparaître. Plutôt que d'apprécier les interactions entre les personnages de la pièce, le spectateur du film a l'opportunité d'observer des acteurs en train de bâiller, de se gratter, de se curer le nez, de remettre nonchalamment un accessoire en place, voire de discuter entre eux. Est ainsi rendue immédiatement sensible l'approche naturaliste d'Imamura, qui trouve des occupations triviales à chacun de ses comédiens, plutôt qu'il ne cherche à dégager la noblesse d'une représentation stylisée de la réalité. Le contraste est d'autant plus frappant qu'il s'agit d'un passage de la pièce La Vengeance des 47 Ronin, pièce insistant particulièrement sur l'éthique exemplaire des samouraïs. Lors d'un plan tourné en direction des coulisses côté cour, le format large permet de maintenir dans le cadre d'autres éléments que le sujet principal, alors que ce n'était pas le cas dans un plan comparable d'Histoire d'herbes flottantes d'Ozu tourné dans un format plus étroit. L'un des acteurs sur scène, mais aussi le panneau annonçant l'œuvre jouée, sont ainsi visibles de part et d'autre des membres de la troupe en train d'assurer les effets musicaux. Ce plan ne se contente donc pas de souligner le caractère multimédiatique du spectacle, il détermine le point de vue qu'il faut porter sur l'individu situé à gauche du cadre. Celui-ci ne peut définitivement être considéré que comme un acteur et non comme le personnage qu'il est supposé jouer. Il s'agit d'une configuration exactement inverse à celle proposée dans Herbes flottantes d'Ozu, où la musique émise depuis le hors-champ participait à l'existence de la fiction théâtrale. Inclus dans un champ cette fois connoté par le caractère performatif de la représentation, l'acteur n'est à aucun moment susceptible de s'effacer derrière le personnage de la pièce. En revanche, il faut par la suite toute la crudité d'un bâillement outrancier du comédien pour interrompre la fiction théâtrale qui paraissait enfin pouvoir s'imposer par la seule alternance en champ contre champ de plans rapprochés poitrine. Pour finir, lors du retour du plan large frontal, son potentiel est instantanément étouffé par l'esclandre de l'un des acteurs mécontent de son sort. Grâce au format large, nous assistons alors à une hémorragie d'individus sur le plateau depuis les coulisses, leur irruption accentuant encore davantage la remise en cause du plan, au sens géométrique cette fois, qu'occupaient les acteurs censés endosser la diégèse théâtrale.
Imamura multiplie pour finir les touches ironiques, les spectateurs n'envoyant plus des cadeaux aux comédiens, mais de véritables projectiles, tandis qu'un membre de la troupe insiste pour que l'on ne recourt pas à la violence sur le plateau, alors que la pièce montrait rien moins qu'une décapitation quelques secondes auparavant. Cette désacralisation de l'espace scénique du kabuki était d'ailleurs déjà en germe dans une séquence immédiatement précédente du film, qui montrait se produire sur ce même plateau un tout autre type d'attraction, à savoir une revue de stripteaseuses. Alors si la réaction de l'audience positive ou négative est globale et uniforme, la mise en scène cinématographique, ou plus précisément la mise en cadre, peut faire le choix de venir piocher dans cet ensemble des éléments en particulier afin de nous montrer d'une certaine façon le spectacle scénique et donc d'en orienter l'appréciation. C'est ce que je voudrais vous montrer dans mon deuxième point. Alors que dans les cas précédemment évoqués, le public était considéré comme un tout uniforme, le type de situation de spectacle que je vais vous montrer peut aussi donner lieu à un resserrement de l'attention sur des spectateurs en particulier, dont l'attention orientée sur un élément dicte la monstration de la performance théâtrale, au service bien souvent de son intégration à la trame narrative du film. Mais là encore, il ne s'agit alors pas tant de dresser des échos narratifs entre ce que raconte la pièce donnée à voir et l'histoire du film, que de faire de la performance elle-même un nœud narratif. Alors c'est le cas lorsque des regards appréciatifs sont portés sur un comédien, comme dans la séquence centrale de Conte des chrysanthèmes tardifs de Kenji Mizoguchi en 1939, qui exploite en outre les multiples angles de vue que l'on peut diriger depuis les quatre coins d'une salle de kabuki sur la performance d'un comédien, qui nous a d'abord été présenté dans ce film, en tout cas dans la première moitié, comme un comédien encore médiocre et qui doit encore faire ses preuves, preuves qui se cristallisent donc durant cette séquence centrale que je vais vous présenter. Alors à noter d'abord, avant de la regarder, que ce film célèbre de Mizoguchi, d'une durée de 2h20, ne comporte que 140 plans et peut donc être à ce titre considéré comme le parangon de cette esthétique développée par Mizoguchi, cette esthétique du un plan, une scène, dont il se réclamait lui-même. Certains plans séquences du film durant parfois plus de 5 minutes, qu'il se présente sous la forme d'un long travelling en contre-plongée, d'un long plan fixe où les relations entre les personnages s'établissent dans la profondeur de champ, ou encore d'un long plan tout en léger recadrage. Or, la scène centrale de représentation de kabuki que je vais vous montrer, alors d'une durée totale de 9 minutes, même si je viens de montrer que la première partie, comporte à elle seule une trentaine de plans, dont une quinzaine d'angles de prise de vue différents. Donc la preuve que Mizoguchi a plutôt cherché cette fois à exploiter tous les emplacements possibles de la scène de théâtre pour montrer cette attention depuis plusieurs points de vue portée sur le comédien principal qui doit faire ses preuves. Donc regardons cet extrait.
敵のとへいつの間によくから来た。あい、あたしゃの下久町から来やんした。時に豊さん、お前のお名はすみろめといやんす。何、墨染め。この桜も元は墨染め。はて、いいのでござりやすの。黒輪の掛け式。なじみのしこなしまぶるい実と嘘との手札の書分け。裏茶屋べえりの魂胆まで。そんならここで話そうかい。Alors, à l'exception de quelques panoramiques, cette scène ne présente pas de mouvement de caméra équivalent à ceux que Mizoguchi se permet pourtant de déployer dans les coulisses des salles de représentation que présente ce film. Certes, la configuration spatiale d'une telle salle ne paraît guère propice à la mise en place d'un lourd appareillage de cinéma. Pour autant, dans d'autres films, on peut trouver des mouvements très élaborés de caméra, chez Teinosuke Kinukasa dans La vengeance d'un acteur en 1935, ou ici, chez Mikio Naruse en 1944 pour Le chemin du drame. Mizoguchi, lui, privilégie dans cette séquence le découpage, afin de porter son attention sur le personnage principal, censé faire ses preuves, sous les regards de son cousin et collègue, de son impresario et de la femme qu'il aime et le soutient depuis ses débuts. Vous l'avez vu, situé en 3 lieux différents de la salle, le premier en coulisses, le deuxième au bout de la Namichi et la troisième sur une zone du plateau masqué par l'estrade des musiciens, ces personnages enserrent l'acteur dans une sorte de triangle perceptif. Mizoguchi choisit alors de montrer en chant contre chant les rapports des 2 premiers à la performance scénique, laissant les observateurs en amorce à chaque contre-champ, tandis qu'il isole le troisième par le cadrage sans lui offrir de contre-champ. Si l'alternance des plans entre les 2 premiers observateurs et la performance aide à signifier leur approbation devant l'accomplissement de l'acteur, la solitude de la jeune femme est marquée par cet échange que lui refuse le découpage. Aussi, une fois celle-ci retirée en coulisses pour prier, c'est le montage alterné qui assurera le lien narratif dans les minutes qui suivent l'extrait que je vous ai montré. La mise en scène cinématographique insiste ainsi sur la relation entre un spectacle et un spectateur privilégié qu'il apprécie pour une raison particulière ou focalise son attention sur l'une de ses composantes. Un acteur peut alors se retrouver observé en tant qu'individu, saisi hors de son rôle ou alors jugé pour la qualité de son interprétation. En retour, un membre du public, un acteur ou un individu en coulisses, situé à une place souvent privilégiée, hors de l'espace de représentation, peut tourner son regard vers un ou plusieurs individus assistant à la représentation théâtrale. Cette situation profite de la focalisation des regards selon le rapport premier entre spectacle et spectateur pour faire se démarquer plus facilement un regard qui serait orienté soudainement différemment.
Et d'ailleurs, au cinéma, les scènes de spectacle sont très souvent des prétextes à l'adresse de regards insistants d'un spectateur vers un autre, le plus souvent non réciproque, voire ouvertement voyeuriste, comme c'est le cas par exemple dans la célèbre scène à l'opéra de Haute-Pègre de Ernst Lubitsch en 1932, qui est un exemple célèbre chez un cinéaste grandement estimé par Mizoguchi ou Ozu. Ce dernier, justement, qui apprécie fort le côté populaire du kabuki, en profite souvent pour, dans ses films, mettre en valeur des regards détournés au point qu'à plusieurs reprises dans sa carrière, nous observons des spectateurs en train d'apprécier une pièce de kabuki dont on entend les éléments sonores, mais sans que celle-ci ne soit jamais montrée à l'image. Ozu insiste alors davantage sur la sortie mondaine que constitue cette situation. Et dans son diptyque déjà évoqué, sur une troupe itinérante de kabuki, il en profite même pour mettre sur pied des situations ouvertement voyeuristes, où ce sont les acteurs en coulisses ou dissimulés derrière le rideau durant l'entracte qui espionnent des membres de l'audience quand ils n'en jugent pas carrément l'apparence physique. Alors, un exemple beaucoup plus récent, pris chez un ancien assistant d'Ozu lui aussi, Masahiro Shinoda, va me permettre de rassembler 3 types de regards adressés par un spectateur privilégié dès son ouverture, puisque le film débute, que je vais vous montrer tout de suite, débute par un spectacle de kabuki durant lequel auquel participe un acteur qui va devenir dans la suite du récit le célèbre peintre d'estampes Sharaku, même si l'identité de ce peintre demeure aujourd'hui encore inconnue. Le film nous propose ici une interprétation possible de son destin, celui d'un ancien acteur de kabuki qui se blesse sur scène, comme vous allez le voir, et qui deviendra plus tard peintre d'estampes. Et cette séquence d'ouverture est intéressante parce qu'elle montre le glissement d'un regard, d'un type de regard vers un autre. Donc je vous la présente tout de suite. 絵師の歌丸じゃねえのか。そうよ。隣はシャレ本作者の三島兄弟。この左隣が2人を抱えて大儲けした版元の蔦屋十三郎。大きなご一行だね。ああ、スカッとするね。芝屋はいいやね、活気があって。この客の脇を。そうだ、新規に派手に役者へ手がけてみちゃどうだろう。直太さん。いや、その花だの虫だのも結構だが、お前さんはやはり人の顔を変えてこそだよ。うん。いやさ、そいつは剣能だ。松平様の贅沢写真のご金礼とやら。これから先どこまで厳しくなるのか見当をつかない。怖い。
3 types de regards nous sont proposés ici. Tout d'abord, celui d'un spectateur déterminé, dédié à l'appréciation du spectacle en cours d'exécution. C'est ici, par exemple, le plan rapproché sur la spectatrice avant que celle-ci ne change d'expression lorsqu'elle découvre l'accident sur scène. Deuxièmement, le regard d'un spectateur identifié vers un élément extradiégétique de la performance théâtrale qui se voit intégré à la diégèse filmique, notamment un acteur observé en tant qu'individu. C'est ici le regard de cette même spectatrice, mais cette fois vers le comédien blessé. C'est aussi celui de ce dernier vers son propre pied écrasé par l'échelle, voire celui en contre-plongée sur l'acteur principal sur l'échelle, ce cadrage se dotant d'une sorte de subjectivité encore plus grande que d'ordinaire étant donné la situation. Et la bande-son appuie d'ailleurs ce constat, alors que les sons d'ambiance disparaissent et qu'une musique de fosse angoissante renforce la tension de l'ensemble. Enfin, on peut compter un troisième type de regard, le regard d'un membre du public, un acteur ou un individu en coulisses situé à une place hors de l'espace de représentation, adressé vers un ou plusieurs individus assistant à la représentation théâtrale. Dans cette scène, cette configuration se retrouve lorsque 3 spectateurs en fosse commentent la présence de 3 autres membres du public, des personnalités du monde des arts installées en galerie. Alors après ce bilan des premiers points évoqués et des différents types de regards qui peuvent se déployer dans l'espace de la scène de Kabuki, je voudrais profiter de l'occasion qu'est l'évocation de cette musique soulignant le drame en cours et accompagnant la bascule quasiment subjective du point de vue pour étudier à présent comment cette interpénétration de la salle et de la scène n'en passe pas que par les regards dans un cinéma japonais généreux en séquences d'hybridation des réalités. Je vais donc me concentrer pour finir sur des cas où des éléments qui relèvent d'abord de la performance théâtrale intègrent une réalité filmique en étant appréhendés cette fois selon un même régime représentationnel. Ce sera donc mon dernier point. On l'a vu d'après Earl Ernst, le kabuki se caractérise par la présentationnalité de ses composantes, l'artifice s'y affichant comme artifice. Les décors se reconfigurent en direct pour passer d'un lieu à l'autre dans l'histoire, les assistants fournissent des accessoires ou aident les comédiens à changer de costume à la vue de tous, les maquillages outranciers de ces derniers soulignent leur trait de caractère principal ou leur humeur du moment, tandis qu'ils se livrent à des combats chorégraphiés ou se figent dans une pose spectaculaire. Tout cela participe d'un spectacle se déployant dans toute la salle, et cette porosité explique que les dérapages que l'on peut voir par exemple dans Histoire d'herbe flottante avec l'enfant déguisé en chien, ou dans Acteur ambulant de Mikio Naruse avec un duo qui interprète les 2 parties du corps d'un cheval, n'interrompent pas véritablement la performance. Mais qu'en est-il lorsque ces éléments sont repris tels quels dans des fictions cinématographiques, les traitant non pas comme participants d'une performance lors d'une scène au théâtre, mais comme partie intégrante de la réalité filmique. Alors ça, c'est notamment le cas lorsque la représentation cinématographique s'attache à mettre en scène l'imaginaire d'un personnage. Par exemple, par une simple coupe ou à l'aide d'un fondu enchaîné, le récit filmique nous entraîne dans les pensées d'un protagoniste, tel que l'auteur Monzaemon Shikamatsu, dans ce film de Tomu Uchida de 1959, Une histoire d'amour de Naniwa, où on voit donc le personnage de l'écrivain célèbre visualiser mentalement le couple malheureux de sa pièce en cours d'écriture et inspiré par un fait divers dont il a été le témoin. Le drame prend alors les allures esthétisées d'une chorégraphie sur une passerelle de kabuki, puis devant un décor mobile de théâtre. À un autre moment, il voit sa jeune héroïne se mouvoir comme une marionnette avant qu'un fondu enchaîné ne révèle la pièce de Bunraku achevée. Et il faut d'ailleurs noter que le kabuki se base souvent son répertoire sur les pièces de marionnettes tout d'abord. Alors cette pratique, cette chorégraphie assurée par l'actrice est une pratique qui porte le nom de Ningyo-buri, qui consiste en fait pour un comédien à imiter les gestes articulés d'une poupée. Ce qu'on retrouve également dans un film d'un tout autre registre, un film érotique de 1973, Osen la maudite, dans lequel une jeune femme s'imagine contrôlée par son amant, qui est marionnettiste de Bunraku de profession, tandis qu'elle fait l'amour avec lui. Donc là aussi, on bascule dans l'imaginaire du personnage à travers cette esthétique du théâtre qui vient contaminer la réalité. Autre exemple, chez Tomu Uchida en 1962, dans son adaptation de La Renarde folle, une simple coupe permet d'abord d'introduire un passage stylisé à la façon d'une danse de kabuki,
avec donc un personnage qui bascule dans son imaginaire et qui le traduit par la danse. Mais la caméra enregistre ensuite la chute d'un rideau qui réintroduit le monde réel autour du personnage à la fin de la chorégraphie, mais un monde réel qui semble ainsi de plus en plus poreux et de moins en moins réaliste. La dernière partie de ce film de 62 peut alors se dérouler entièrement sur un plateau de kabuki, avec des recompositions de l'espace en direct grâce aux décors mobiles et à des artifices pour représenter la transformation d'une femme en renard au pouvoir magique, mais sans que les artifices pourtant évidents ne soient considérés comme pouvant briser la cohérence diégétique du film. Alors, l'une des pénétrations de la présentationnalité théâtrale dans la fiction filmique les plus frontales repose sur la figuration de la folie du meurtrier dans l'une des adaptations d'histoires d'événements étranges à Yotsuya, dont je parlais en début de cette intervention, une adaptation de 59, titrée en français « Histoire de fantômes japonais » et signée Nobuo Nakagawa. Alors, dans cette histoire de fantômes, les spectres d'une épouse assassinée et d'un masseur accusé à tort d'être son amant reviennent hanter l'époux assassin qui a immergé dans un étang leurs cadavres après les avoir accrochés de part et d'autre d'un panneau. Et pour ce film, Nakagawa abandonne les effets d'arrêt de caméra qu'il a par ailleurs utilisés dans d'autres films d'horreur pour multiplier les apparitions spectrales grâce à des mécanismes directement inspirés de la machinerie théâtrale déployée dans cette pièce. Ce qu'on peut d'ailleurs voir dans l'ouverture du film de Mizoguchi dont je parlais tout à l'heure, avec notamment cet usage d'un panneau qui se retourne et qui laisse apparaître un nouveau spectre. Alors je vais vous montrer un court extrait de cette adaptation de 59 de cette pièce célèbre qui vous montre l'approche singulière qu'a Nakagawa de la mise en scène de ces effets horrifiques. Vous avez aperçu comment ce personnage en plein délire et culpabilisant d'avoir assassiné son épouse et un homme accusé d'être son amant voit apparaître ces spectres, mais de façon très singulière. Le caractère performatif du trucage est renforcé ici, vous l'avez entendu, par des bruitages qui soulignent la manipulation d'un lourd panneau de bois, et la mise en scène scénique s'impose ainsi au cadre cinématographique. Cet effet réalisé en direct devant la caméra vaut alors comme attraction parce qu'il est enregistré et montré frontalement à un spectateur témoin dans le mouvement de son exécution même, apparemment au détriment de l'économie narrative du film. Et puisque les victimes sont attachées de part et d'autre du panneau, le dispositif fait que les apparitions s'adressent tout autant au spectateur, selon une approche très présentationnelle, qu'au personnage du meurtrier. Ainsi, le public du film partage la terreur de ce dernier, confronté au côté opposé de la planche qui se dresse devant lui, le caractère hallucinatoire de la situation justifiant sa stylisation. Qu'en est-il enfin d'une autre convention célèbre du kabuki consistant à faire interpréter les personnages féminins par des acteurs baptisés onagata? Car effectivement, on voit comme cela circuler cette figure dans bon nombre de productions cinématographiques japonaises. Alors cette pratique de l'onagata trouve ses origines dans la naissance même du théâtre kabuki, qui initie vers la fin du XVIe siècle des courtisanes assurant des spectacles dansés, avant que le shogunat Tokugawa, qui redoute de voir les samouraïs succomber au charme de ces femmes de basse extraction, n'en interdise la pratique en 1629. Dès lors, les jeunes hommes hiroko, dits hiroko, qui font souvent déjà partie des troupes ambulantes, remplacent ces comédiennes
dans l'interprétation des rôles féminins, mais ceci n'en continue pas moins d'exciter les passions chez les nobles, ce que finit donc par interdire également en 1652 le pouvoir en place, soucieux de conserver étanche la hiérarchie entre les classes. Suite à de nombreuses protestations, les onagata sont à nouveau autorisés, mais à condition que ce soit désormais des comédiens confirmés, et donc d'un certain âge, qui endossent les rôles féminins. Alors le terme employé pour les désigner, donc onagata, qui signifie forme féminine, souligne qu'il s'agit avant tout de transmettre une image idéale de la féminité selon un point de vue masculin. L'onagata ne relève ainsi pas d'une imitation, mais d'une construction romantique de la femme qui doit présenter un cœur vertueux sous une apparence érotisée, telle la courtisane de haut rang, extrêmement sophistiquée, lui servant de modèle, la Keisei. Alors Earl Ernst, que je citais déjà tout à l'heure, affirme au sujet de ces onagata que le public, comme les acteurs de kabuki, estime qu'une femme jouant le rôle d'une femme produit une performance trop proche de la réalité, la distinction entre acteur et personnage se perdant, et avec elle, la raison d'être de la performance. Il généralise ensuite, et je le cite à nouveau, « Ce phénomène ne peut exister que si la division entre l'acteur et le personnage est clairement indiquée, et que si le but du théâtre est bien de concevoir le réalisme comme moins expressif que la stylisation. » Aussi, une interprétation, comme on en lit parfois, consistant à voir comme un obstacle volontaire à l'identification du spectateur le travestissement du personnage principal de La vengeance d'un acteur de Kon Ichikawa en 1963, adaptation du roman feuilleton d'Oto Kichi Mikami, publié en 1934 dans le quotidien Asahi Shimbun, c'est-à-dire une forme revendiquée de distanciation typique des années 60, dans une démarche parfois jugée parodique ou ironique, ne tient pas véritablement, surtout si l'on compare cette version aux nombreuses autres adaptations antérieures ou postérieures de la même histoire. En revanche, le fait que le personnage principal de cette œuvre, dont le titre original signifie « Les métamorphoses de Yukinojo », soit un onagata qui, comme le préconise le comédien Yoshizawa Ayame au début du XVIIIe siècle, prend garde à l'élégance de sa toilette et de son allure même en dehors du plateau, incite le cinéaste Ichikawa à généraliser la stylisation de son film pour l'accorder à la subjectivité de son personnage. Par exemple, le profilmique se modifie à vue ou est à plusieurs reprises plongé dans le noir complet, notamment lors de rencontres nocturnes où le héros, l'onagata donc, croise la route de divers individus s'opposant à ses projets, ce que divers personnages de témoins qualifient alors de spectacle. Ce choix s'inspire probablement d'une convention du kabuki qui s'intitule Danmari, qui signifie combat dans les ténèbres, et qui consiste en une pantomime de combat à l'épée dans le noir pour simuler le caractère nocturne de la situation. Mais pour autant, dans son adaptation, Ichikawa ici utilise des jeux d'éclairage très directionnels qui font davantage songer au théâtre occidental, le cinéaste n'hésitant ainsi pas à mélanger les influences, comme il le fait également sur la bande sonore de son film, avec une musique très hybride. En outre, dès la séquence d'ouverture dans laquelle, tandis qu'il joue sur scène, nous partageons les pensées de l'onagata qui a repéré dans le public les responsables de la mort de ses parents, ainsi que la jeune femme dont il va faire son instrument de vengeance, Ichikawa, vous allez le voir dans mon dernier extrait, n'hésite pas à inverser le processus en nous faisant cette fois plonger dans les pensées de l'acteur, en rendant plus réaliste le décor devant lequel il se produit.
あれが父上を狂い死にさせた者たち。隠居風のは土部3歳、その隣の商人姿が川口屋、広宮の姿は見えませんが、20年に近いこの年月、父上母上の敵と思うばかりで雪の字を。顔を見覚えたのは今日が初めて。もう金輪際、たとえ闇夜であったとて奴らの顔を忘れるものではありません。どんなことがあろうともご両親様の恨み誓って晴らしてご覧に入れます。おお、どこにおじゃったか。娘心のひと筋。父上、ご覧なさい。3歳のそばにいる女の私を見る目を。波路という3歳の娘。まずあの娘に近づきましょう。Vous l'avez vu, la contamination des réalités s'est faite dans le sens inverse des exemples précédents. Ici, c'est la réalité du plateau qui s'estompe pour laisser place à un environnement plus réaliste, bien que visiblement reconstitué en studio. Précisons que dans une autre version de cette histoire, en 1959, par Masahiro Makino, c'est un simple fondu enchaîné au cours de la représentation qui permettait d'enclencher un flashback nous expliquant les raisons de la vengeance du personnage principal. Tandis que dans la version de 1935, par Teinosuke Kinugasa, les apparitions mentales se déroulaient quand le comédien était encore en coulisses, juste avant de faire son entrée. Notons au passage que les versions de 35 et 63 sont interprétées par le même comédien, le célèbre Kazuo Hasegawa, qui joue en outre d'autres rôles dans le même récit, dont celui d'un voleur à la tire. Même si leur différence d'âge de 25 ans pourrait prêter à sourire lorsque la jeune femme tombe en pâmoison devant lui, il faut se souvenir que les Onagata sont souvent assez âgés. C'est donc de sa capacité à modeler son apparence que cette jeune femme semble avant tout tomber amoureuse. Je signale à cette occasion que l'artiste de cabaret transformiste Miwa, aussi appelé Akihiro Maruyama, dont Yukio Mishima était très proche, a également interprété en 1970 le rôle principal d'une autre adaptation de La vengeance d'un acteur, cette fois dans une série télévisée de 13 épisodes réalisée pour la Fuji TV. L'écrivain admirait ainsi la capacité de son ami Miwa à s'inventer, par exemple en femme fatale de roman noir dans Le Lézard noir, d'après sa propre adaptation pour le théâtre d'une histoire de Dogawa Rampo, et dans lequel il fait lui-même une apparition en statue humaine. Tout comme Mishima a plébiscité l'Onagata Tamasaburo Bando 5e du nom, dont la carrière cinématographique appelle d'ailleurs de la même façon à la prudence interprétative quant à l'objectif du recours à un Onagata pour interpréter certains personnages. Je pense notamment au personnage féminin qu'il incarne dans 2 adaptations d'œuvres aux résonances fantastiques de Kyoka Izumi, L'étang du démon d'abord de Masahiro Shinoda en 1979 et de Tenchu Monogatari en 1995 que Bando réalise lui-même et dans lesquels ces personnages ne sont pas particulièrement porteurs d'ambiguïté sexuelle. Plus encore que les quelques adaptations de kabuki qu'il a pu signer ou les pièces de nœuds modernes dont il est l'auteur, je voudrais finir en me posant la question de savoir ce que nous disent de Mishima les relations
qu'il a entretenu avec plusieurs onagata. Peut-être son intérêt pour l'idée consistant à remodeler son être et à s'affirmer comme un idéal, ici l'idéal féminin de l'onagata, ce dont témoignent également ses propres interprétations au cinéma. Mishima s'est en effet mis en scène en guerrier jusqu'au boutiste, prêt au suicide rituel, que ce soit dans son propre court-métrage Rite d'amour et de mort, dans lequel il incarne le lieutenant Shinji Takeyama se donnant la mort par suicide rituel aux côtés de son épouse, sur une scène évoquant d'ailleurs le plateau dépouillé du théâtre No, ou 3 ans plus tard, sous les traits de l'assassin Tanaka Shinbei, s'éventrant soudainement après avoir été accusé à tort de trahison dans Hitokiri de Hideo Kosha. À la même époque, Mishima prend également la pose dans des compositions photographiques homo-érotiques et masochistes dans la série La mort d'un homme de Kishin Shinoyama, qui l'immortalise notamment en Sébastien lors de son martyre. Mais en se donnant la mort par seppuku le 25 novembre 1970, après avoir pris en otage le général commandant en chef des forces d'autodéfense au ministère des Armées, accompagné de sa milice du Tate no Kai, Yukio Mishima a achevé son existence sur une performance donnée en dehors des plateaux, dans un monde appréhendé comme une scène, glissant ainsi de la présentationnalité à la représentationnalité, mais au sein du réel même, comme s'il se donnait en représentation. Il s'agissait là d'un processus mortifère, désamorcé par la façon d'ailleurs qu'a pu avoir Koji Wakamatsu de ramener par sa mise en scène sans artifice son acte à sa réalité crue dans son film de 2012, 25 novembre 1970, le jour où Mishima choisit son destin. Alors, les exemples que je vous ai présentés ne visaient ici qu'à illustrer quelques tendances que j'ai pu constater en étudiant la place laissée au théâtre kabuki dans la production cinématographique japonaise, et d'autres vous viendront probablement à l'esprit, qu'ils convoquent des pratiques voisines comme le no, avec l'usage des masques, ou le bunraku, et ces marionnettistes présents sur scène, et que l'on devine dans la ballade de Narayama ou Double suicide à Amijima. Ou alors que ces films déclinent plusieurs de ces possibilités. Je pense notamment à ce film de 1951, 5 hommes d'Edo de Daisuke Ito, qui fait s'interpénétrer réalité scénique et diégétique à plusieurs niveaux, lorsqu'un spectateur interrompt une représentation, par exemple, ou que des échos se produisent entre un événement réel et une pièce donnée en spectacle, ou encore qu'un personnage raconte son histoire en un flashback stylisé à la façon d'un récit de kabuki. Pour le cinéma japonais, se rendre au kabuki peut vouloir ainsi dire ou servir, voire produire beaucoup de choses, selon que le point de vue adopté embrasse la totalité du spectacle ou n'en sélectionne que quelques éléments. Et je m'arrête là-dessus, je vous remercie pour votre attention.